Nous nous retrouvons aujourd'hui à Landronde. Alors Landronde, c'est une petite commune rurale située entre Beaulieu et l'Éclouseau, Saint-Georges et Venançon. Le territoire de Landronde est entièrement granitique, une particularité qui fait la richesse de ce plateau embocagé. Pas de château sans jardin, pas de logis sans écrin. À Landronde, la gourderie se dresse fièrement au sein d'un cadre verdoyant. Alors partons vite vérifier l'adage. Bienvenue au jardin. Grégoire, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton histoire, ton histoire avec la gourderie, avec ce site de la gourderie? La gourderie, c'est d'abord une histoire de famille. Oui. Depuis un peu plus de 100 ans. C'est une histoire qui est enracinée ici entre Landronde et Beaulieu-sous-la-Roche. Nous sommes précisément à Landronde et moi, depuis que je suis né, je connais cette maison forte parce que c'est une maison forte qui est une maison de vacances d'été pour notre famille. Et voilà, c'est pour moi beaucoup de souvenirs de vacances, surtout l'été. Bien sûr. Donc quand tu dis maison forte, c'est-à-dire que nous sommes ici finalement sur un jardin historique. Est-ce que dès le départ, il y avait un jardin qui s'organisait autour de cette demeure? Alors Marion, il n'y avait pas vraiment de jardin historique ici. Il y avait une allée d'arrivée traditionnelle, ancestrale, un peu plus loin. Mais non, on n'a pas d'histoire de parc ni de jardin, probablement dans le passé, puisque la maison a un peu plus de 4 siècles. On imagine qu'il y avait peut-être un potager, un verger. On n'a pas de traces de tout ça. En tout cas, ni au 19e siècle, pas de traces de parc ou d'histoire de jardin ici. Ce qui était pour moi, qui me suis découvert une main verte, l'occasion de pouvoir occuper l'espace. Mes parents n'ayant pas trop la main verte, je me suis découvert cette passion et j'avais tout cet espace pour apporter un écrin. Quand tu pars dans ce processus de création, tu n'as aucune source. Tu n'as aucune source, tu n'as aucun plan, tu n'as aucun papier. Donc comment, toi, tu commences à planter, à créer? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu as un papier, tu as un crayon, tu commences à dessiner? Alors, je découvre déjà beaucoup de jardins. Je m'intéresse à ça avant de mettre les mains dans la terre. Et je compose tel un photographe, que j'ai d'ailleurs été un peu pendant quelques années, en me faisant plaisir sur des essences qui peuvent naturellement bien pousser chez nous. Et là, je joue avec les perspectives, avec les silhouettes, avec les ambiances Oui. Exotiques, romantiques. Ce qui m'anime, c'est ici d'apporter des touches qui restent vertes. Tout l'hiver, c'est beaucoup moins triste. Oui. Je dirais à la mauvaise saison, entre guillemets. Mais est-ce que ta focale reste tout de même la maison? Oui, parce que de là où nous nous trouvons, peu importe l'endroit du jardin, finalement, on a toujours une vue sur la maison grâce à des tailles en transparence, entre autres. Grégoire, à partir de quand, finalement, tu as pris la main sur ce jardin? Il y a peu de temps? Il y a longtemps? En 2003. En 2003, je découvre en Touraine l'arboretum de la Martinière. Ouais. J'ai un réel coup de cœur et je me dis, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour apporter comme ça ces ambiances végétales ici à la gourderie à Landronde. Et je commence à m'intéresser à ça en découvrant des parcs, des jardins, en achetant la presse spécialisée, parce que je n'y connais rien. Et donc toi, c'est une découverte à ce moment-là, c'est la naissance d'une passion. C'est la naissance d'une passion. Et en 2004, un an après, je commence à mettre les mains dans la terre. Mais j'habite à Paris. Et je me mets à revenir de plus en plus souvent ici en Vendée avec cette nouvelle passion qui est de planter, d'arborer autour de cette maison. Et fin 2007, je déménage, je quitte Paris pour m'installer en Vendée.
Et là, vivant à La Roche-sur-Yon, je suis tout près d'ici. Oui, c'est important de dire que tu n'habites pas à la Gourderie, donc Non. tu viens ici une fois semaine. Je viens dans mes temps libres, quand je peux, le week-end, Ouais. c'est plus facile. Ouais. Et donc Grégoire, ce bosquet d'eucalyptus, il date de quelle année? Alors, je l'ai planté J'ai l'impression qu'il a toujours été là. en 2008 pour ceux qui sont couchés, c'est leur Ouais. port naturel. En 2008, je les avais plantés grands comme ma main. Un hiver. Oui. Ce que j'aime, c'est les tentatives d'acclimatation ici. Oui. Donc, vous faites le calcul, 2008, ça fait une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, c'est ça. Et puis ceux qui sont plus grands derrière, plutôt de 2010, et puis le plus jeune, 2015. L'eucalyptus pousse vite, il a cette écorce qui se desquame et il est, voilà, c'est une ambiance de l'hémisphère sud. Mais pourquoi avoir choisi l'eucalyptus? Parce qu'il fait partie de mes arbres favoris. Et dans cet arboretum en Touraine, j'avais eu un réel coup de cœur, comme c'est le cas pour d'autres arbres, pour l'eucalyptus, précisément l'eucalyptus niphophila, pour son port, pleureur, pour son écorce, pour ce côté assez atypique d'un arbre qui sent bon, qui pousse vite Complètement. et qui dégage une vraie ambiance. Et puis qui est complètement improbable. Ici, on est devant cette maison d'origine médiévale, on découvre cet eucalyptus. Tu as d'autres espèces comme ça, incroyables ou originales pour un site comme la Gourderie? Alors oui, ce qui m'anime ici, c'est de voyager dans mon propre jardin et de passer d'essence en essence qui viennent d'Asie, d'Afrique, d'Amérique. On a là-bas un cèdre bleu des montagnes de l'Atlas, l'Océanie avec les eucalyptus, des séquoias géants, c'est la Californie. Les bambous, les palmiers, eux, viennent d'Asie. Et ayant pas mal voyagé, je me suis dit qu'en me posant ici, je pouvais continuer à le faire, mais sur place en fait. Est-ce que je me trompe quand même si je dis que ton jardin est un petit peu ton carnet de voyage, ça? C'est ça, voilà, je me balade de continent en continent sans prendre l'avion. Eh bien, on continue alors. C'est le moment. Je vous propose donc d'ouvrir notre tuto botanique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la taille des rosiers buissons. C'est des rosiers qui vont avoir des floraisons à partir du printemps jusqu'à l'automne, jusqu'au premier froid d'hiver. Et en fin de compte, il faut juste les tailler en coupant les fleurs fanées, les regarder d'un tiers. Couper tout ce qui va être bois mort, les aérer de l'intérieur pour que l'air puisse circuler dans le rosier pour éviter les maladies. Dans les rosiers, en fait, il y a deux périodes de taille. Celle du printemps, enfin fin d'hiver-printemps qui a lieu en février-mars, et après l'autre taille qui intervient maintenant pour mois d'octobre, en fait. La taille du mois d'octobre, ça va être une taille qui aura juste à couper les fleurs fanées qui sont ici, par exemple, les réduire juste d'un tiers. Et la taille qui va intervenir au mois de février, là par contre, ça va être une taille qui va être beaucoup plus sévère. Il va falloir vraiment venir un peu plus bas dans le rosier. Après, les rosiers, c'est adapté, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. C'est adapté à être taillé sévèrement pour que ça soit très productif en fleurs après. Pour tailler un rosier, il faut être bien équipé avec des gants pour éviter en fait d'avoir des échardes dans les mains, tout simplement. Et après, avoir un bon outil, c'est-à-dire un bon sécateur qui est propre, bien aiguisé, donc à désinfecter régulièrement avec de l'alcool à 90 pour éviter en fait de propager les maladies d'un rosier à un autre. Par exemple, sur ce rosier buisson, tout simplement, la taille va être de nettoyer le rosier, donc c'est-à-dire enlever tout ce qui va être bois mort, couper tout ce qui va être fleurs fanées aussi, très important. Ça ne sert à rien de les laisser maintenant à cette saison parce que la floraison est finie et les réduire tout simplement les branches d'un tiers. Pour le bois mort, en fin de compte, il suffit juste de venir au plus proche possible de la limite en fait, entre le bois vivant et bois mort, le couper d'un coup sec et l'ôter, tout simplement. Pour le reste, ça va être couper en fin de compte les parties fleurs fanées. Donc là, ça n'a plus aucun rôle pour le rosier. Les mettre propres, donc les réduire d'un tiers les pousses du printemps. Donc couper juste l'extrémité et la couper juste au-dessus un œil. Donc ce qui est très important dans les rosiers, c'est de tailler au-dessus de la greffe. Ça, c'est très important. Ça va éviter en fait, d'avoir la variété sauvage du rosier qui va prendre le dessus sur la porte-greffe et qui n'a en fait aucun intérêt ornemental. Les fleurs sont toutes petites et en vigueur, c'est très très vigoureux et ça n'a aucun intérêt. Pour les rosiers, ce qui est important, c'est en fin de compte leur donner à manger. Donc avec de l'engrais, à disperser en fin de compte
sur le sol, vu que c'est du granulé, à l'automne, toujours en mois d'octobre-novembre, ce qui va favoriser en fait la vigueur de votre plante au printemps suivant, puis pour avoir une belle floraison abondante, et aussi surtout en fait stimuler les défenses en fait du rosier pour qu'il soit beaucoup plus résistant en fait pour les maladies. Donc j'espère que cette séance taille pour les rosiers vous a aidé à comprendre comment les tailler, comment les nourrir tout simplement, pour en fait vous faire des beaux bouquets de fleurs pour l'année prochaine. Grégoire, donc là, on est au pied de la façade principale de la maison. La façade est, oui. La façade est. La plus belle, peut-être. Est-ce que pour toi, le jardin met en scène le château ou la belle maison? Oui, en tout cas, encore une fois, elle apporte un écrin à cette vieille maison qui peut parfois encore être un petit peu, je dirais, pas sinistre, mais qui pourrait, voilà, austère. C'est ça, Marion, austère. Les hivers où il ne fait pas beau. Du coup, ouais, cette ambiance permet de sublimer un peu la maison. Quels seraient tes projets, Grégoire? Ce serait de continuer à enrichir cet arboretum? Ce serait autre chose, peut-être? Non, je pense que je lève le pied maintenant. Oui. En 10-15 ans, j'ai fait ce que je voulais. Je m'empêche aucun coup de cœur. Hein. Je pourrais faire davantage pour le potager. Si j'ai des coups de cœur, naturellement, je trouverai toujours un endroit pour planter. Mais l'idée, c'est d'entretenir, d'observer, de flâner. Ouais, ouais. Est-ce que tu aurais un coup de cœur ou est-ce que tu as eu un coup de cœur récemment pour un arbre que tu aimerais faire introduire ici à la gourderie? Oui, ma dernière plantation, c'est une grimpante. C'est un bougainvillier. Un bougainvillier qui résiste au froid, qui est le bougainvillier violet de Metz et qui peut chez nous en Vendée résister à nos hivers. Donc lui, il va grimper sur un mur plein sud parce qu'il demande beaucoup de chaleur et de soleil. Et pour terminer, Grégoire, je vois des petits mots, des petites feuilles plantées sur le tronc des arbres. Qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est des invitations à la poésie, au voyage, au-delà de l'exotisme. Un jardin aussi, pour moi, se doit d'être romantique. Et ce sont des petites poésies, des petits mots voilà, qui nous invitent à la rêverie. À la rêverie, à la réflexion, à la contemplation. Tu vas jusqu'au bout, en fait. Tu vas jusqu'au bout de ton idée? On ne va jamais jusqu'au bout. Voilà, l'idée, c'est de profiter, d'agrémenter et puis de partager aussi, de partager cet endroit au-delà de la famille et des amis, de pouvoir faire découvrir cet endroit, ce qui est le cas depuis très peu de temps grâce à quelques rendez-vous dans l'année. Je pense aux Neurodons, pourquoi pas un jour les rendez-vous au jardin. Et ce qui est le cas aussi depuis l'année dernière avec ce qu'on appelle les journées du patrimoine. Ouais, et ça, c'est important effectivement de faire découvrir cet endroit et pour toi de partager avec les visiteurs. Et la maison reste assez méconnue. Oui. C'est l'occasion de la découvrir dans son écrin. Merci beaucoup, Grégoire. Merci, Marion. Bon courage pour la suite. À toi également. Continue, en tout cas. Merci. Laissons la parole à notre apprenti pour la petite minute Le Jardin et moi. L'ombre, souvent perçue comme un obstacle à la végétation, peut être un allié précieux à la création et à l'entretien des espaces verts. Bien que de nombreuses plantes aient besoin de lumière directe pour leur croissance, il existe également de nombreuses espèces végétales qui prospèrent à l'ombre partielle ou même complète. L'ombre offre un environnement plus frais et moins exposé aux rayons du soleil brûlant, ce qui peut être bénéfique pour certaines plantes délicates. De plus, l'ombre peut aider à préserver l'humidité du sol, ce qui est essentiel pour maintenir une bonne santé des plantes.
Les fougères, les hostas, les bégonias sont différentes espèces de plantes qui prospèrent à l'ombre. En utilisant une combinaison de plantes à feuillage dense et de plantes à fleurs colorées, vous pouvez créer un jardin attrayant et harmonieux même dans les zones ombragées. Il est également possible d'ajouter des bancs, fontaines, statues pour donner une ambiance relaxante et accueillante. Aujourd'hui, avec les périodes de forte chaleur, l'ombre est primordiale pour la qualité de vie au jardin. Original et particulier, le jardin de la Gourderie mérite vraiment qu'on le découvre, alors n'hésitez pas à venir vous perdre dans tout ce dédale d'arbres et d'arbustes. Avancez jusqu'à Landronde, sachez que Grégoire ouvre son jardin à l'occasion de rendez-vous nationaux du type Journée européenne du patrimoine, Opération Neurodon et peut-être même un jour rendez-vous au jardin. On reprend la route et on vous donne rendez-vous surtout prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au jardin.